Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Et toutes les semaines, on essaye de vous apporter soit un sujet thématique avec un invité, soit une revue des news qui ont animé notre monde merveilleux de la data et de l'IA. Je suis Vincent Huchling, je suis le cofondateur de ce podcast et mon métier au quotidien, c'est d'accompagner les entreprises pour créer les produits data et IA qui vont changer leur business. N'hésitez pas à me contacter. Et pour cet épisode, l'équipe est quasiment au grand complet puisque j'ai le plaisir d'avoir avec moi les suspects habituels puisque Jérôme et Nicolas sont là. Habituel, Nicolas, tu dirais que tu tempères un tout petit peu la chose, mais c'est vrai que ça fait quelques temps que tu reviens un petit peu plus, donc donc je suis très content de ça. Alors Nicolas, est-ce que tu peux comment ça va et puis qu'est-ce que tu peux te présenter pour que nos auditeurs te connaissent un peu plus? Eh bien, écoute, ça va bien, content de vous retrouver. Donc Nicolas, je suis le DSI et le CTO de Flovea et je travaille principalement sur des objets connectés, donc des compteurs d'eau intelligents, avec notre Predictive Flowbox que l'on déploie en France et au Moyen-Orient. Voilà. Excellent. Et parfois je fais le fantôme sur les... Pardon, excuse-moi. Et parfois je fais des fantômes sur les épisodes. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on a enregistré ensemble ces derniers temps, mais malheureusement, il y a eu un petit glitch lors de la transmission des pistes par le logiciel qu'on utilise pour l'enregistrement, qu'on a changé aujourd'hui pour pas prendre le risque que ça se reproduise deux fois. Et malheureusement, on n'a pas pu utiliser ton signal dans l'épisode qu'on a fait sur Kestra, le dernier épisode. Ouais, c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, tu étais super content d'avoir fait cet enregistrement. Et t'es passé à la trappe, mon pauvre. Et à l'autre bout du Riverside, j'ai Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va? Salut, ça va bien. Et donc moi, je suis chez Actian, je travaille sur le produit Zinea, qui est un data catalogue, et je suis l'équipe connectivité, pardon, c'était avant, je suis l'équipe Professional Services, donc en gros, j'aide toute l'intégration avec nos clients. Excellent. Et alors, je fais en fait beaucoup de connectivité quand elle est spécifique, c'est pour ça que je me suis un peu trompé. Toujours beaucoup de connectivité, ouais, effectivement. Puisque c'est quand même un gros morceau, quand même, c'est une grosse partie du challenge du data catalogue, c'est quand même cette histoire de connectivité. En termes d'intégration, on va pas se voiler la face, quand même. Hein, en termes d'intégration, beaucoup. Donc, comme mon but c'est de faire de l'intégration, il y a la consommation des API, ce que je faisais pas avant, en fait, mais il y a aussi, la connectivité qui reste. C'est-à-dire que maintenant, je m'occupe des cas qui seront pas pris en charge par la R&D parce qu'ils sont trop spécifiques à un client. Le connecteur classique, et toi tu prends le relais quand il faut faire un truc un peu spécifique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Excellent. Alors en préparant cet épisode, on se disait que finalement la note qu'on va décortiquer ensemble maintenant, elle aurait presque pu faire l'épisode à lui seul, c'est-à-dire qu'on aurait pu vous lire la note en français, et puis tout serait bien passé. Ce qui d'ailleurs fait penser qu'aujourd'hui, profitez de nous écouter parce qu'on est peut-être une espèce en voie de disparition avec les dernières itérations qu'on a vues de Notebook LLM de Google qui a une capacité à produire du contenu audio à partir d'une masse de texte qu'on lui fournit, qui est assez édifiante. Mais bon, on espère que nos petites erreurs qui font le piment de ces enregistrements et qui font que vous avez l'impression d'avoir vraiment des humains quand vous nous écoutez, continuera à nous permettre de continuer à exister. Alors, on va parler effectivement de ce qui est la... Pardon. On va parler de ce qui est la note hebdomadaire, je crois, de Joe Race. Je ne sais pas si c'est hebdomadaire d'ailleurs, je ne me souviens plus exactement. Mais et donc sur Substack, il a plusieurs newsletters, dont celle-là. Et cette newsletter décrit un peu c'est ce sur quoi il est tombé. En fait, finalement, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait là, nous, à notre échelle. Et donc, il parle de pas mal de sujets. Je sais que Nicolas, tu l'as lu aussi. Jérôme, je crois que tu n'as pas eu le temps de la parcourir. Non, je n'ai pas eu le temps. Et il ratisse assez large, hein, c'est-à-dire qu'il va effectivement des sujets de data engineering qui sont
fonds de commerce entre guillemets habituels, jusqu'à des nouvelles qui sont dans le monde du GenAI et LLM. Et évidemment, moi, c'est vrai que lire ça me fait assez plaisir parce que ça formalise certaines sensations que j'avais sur pas mal de sujets. Et effectivement, il dit GenAI, ok, on est toujours rendu un peu au même point, on fait des POC. Et pour l'instant, j'ai entendu personne qui a mis en production un use case de LLM ou GenAI, quoi. Donc, il y a vraiment un gap entre le truc qui fait que tout le monde s'excite et la réalité du marché là-dessus, quoi. Donc, votre avis là-dessus, c'est quoi? Vous pensez que c'est un peu dur ou vous pensez qu'il y a vraiment pour l'instant c'est overhypé entre guillemets? Je pense les deux. Enfin, moi, je pense que c'est overhypé, mais je pense aussi que créer les use cases et autres, ça prend du temps. Que finalement, c'est sorti quand Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a déjà des applications en prod, hein, tout simplement le code, la génération de code qui a été une des premières applications qui est arrivée. Ouais, tout à fait. On peut considérer que c'est en prod. C'est ouais. déjà utilisé, c'est en prod. C'est en prod depuis assez longtemps. Justement, on en reparlera après. Et donc je trouve que ça prend du. Enfin, je trouve ça normal que ça prenne du temps, qu'on expérimente, qu'on fasse des erreurs, qu'on aille vers d'autres voies, qu'on s'approprie les choses. En plus, les modèles, il faut qu'ils s'améliorent aussi en qualité. Alors ils le font encore pour l'instant. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a un niveau de maîtrise qui est insuffisant pour rassurer les gens sur l'utilisation en production de la chose. Quand je dis niveau de maîtrise, hein, c'est pas que les humains soient capables de l'utiliser ou pas. C'est plus niveau de maîtrise par rapport au fait que on a toujours des incertitudes sur ce qui se passe réellement à l'intérieur, quoi. Et cette non-explicabilité fait un peu du mal sur l'adoption qu'on peut avoir de ces modèles, quoi. Il y a ça, mais il y a aussi, je pense qu'en fait on a dépassé l'époque parce que je réfléchissais à une des présentations que j'ai vues quand on était à Nantes pour le salon de l'IA et de la data, où ils sont pas encore en phase de production, mais ils sont plus en phase de POC. J'entends par là, c'est pas de la proof of concept, c'est plus du prototypage. Ouais, c'est un pilote. Pour moi, quoi. c'est une étape d'après, c'est un pilote, c'est-à-dire en gros. Effectivement, on va vérifier que l'usage est bon, mais on va pas le regarder, on va vraiment le mettre dans la main des vrais utilisateurs. On va pas juste jouer avec un peu de choses. Donc, enfin, ça dépend comment on définit POC, mais pour moi, ça va un peu plus loin que juste je prouve que le concept fonctionne. Ouais. Je suis un peu au-delà. Ouais. Après, ce qui est un peu ce qui peut être déstabilisant, sinon, c'est cette frénésie, aussi bien technique que commerciale, où tout est AI machin et AI bidule. Et au final, quand tu creuses un peu, tu sens qu'il y a la palissade, il y a la façade, et puis il y a la réalité derrière. Et après, les usages, c'est vrai que des fois, je sais tellement, ça qu'on l'a bien vu même sur les news, quoi. Là, ça fait 2 ans qu'on en parle, on a l'impression que ça fait 10 ans que, c'est tellement condensé en termes de sortie et ainsi de suite que c'est compliqué à suivre. Et je pense qu'à la fin, effectivement, on y perd un peu on perd un peu pied, quoi, pour suivre essayer de tout ça. Et c'est vrai que derrière, avec le temps un peu plus long du cas d'usage, de l'adoption et ainsi de suite, c'est vrai que ça crée un truc très élastique et c'est compliqué, quoi. Ouais, mais tu vois, moi je pense que la notion de production, c'est finalement à quel moment ce truc-là, il peut tourner sans qu'il y ait un spécialiste du sujet qui soit en train de faire du babysitting dessus, quoi. Et puis sur des sujets sensibles, parce qu'à la limite, faire des textes d'accroche pour, une campagne machin, alors oui, pour certaines personnes c'est critique, mais ça reste du marketing et de la communication, et c'est pas forcément super engageant. Sur des sujets plus décisionnels alors sans aller jusqu'à le truc est autonome, etc., mais déjà sur des choses des analyses plus fines et plus poussées, effectivement, À titre d'exemple, pendant les Jeux Olympiques, il y a des publications qui ont été faites pour résumer les résultats de la veille.
et qui ont été publiés avec finalement seule une relecture des rédactions, des rédacteurs, qui ont dit ok, avant que ça parte, que ce soit publié, que ce soit mis en ligne, ces trucs-là, on veut les relire. Et finalement, ils ont assez peu retouché ce qui a été produit, ce qui a été publié. Donc, on peut vraiment se dire que il y a des choses qui commencent à avancer. On sera super rassuré, on pourra considérer qu'on est en vraie production quand ces trucs-là seront monitorés et seront utilisés et seront managés en production par des gens qui ne sont pas les spécialistes qui les ont mis en œuvre. Aujourd'hui, je pense que tous ces trucs-là sont encore avec une équipe de spécialistes qui les monitore et qui est prête à resserrer les boulons quand ça se met à déconner, quoi. Bah, aujourd'hui, je pense que ça accélère plus ton quotidien que tu remplaces des gens en tant que tels, quoi. Et pour moi, aujourd'hui, le sujet il est plus là, quoi. Ouais, c'est clair. Et de toute évidence. Toute évidence. Si on prend par exemple, on va parler de l'édition de podcast. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de travailler beaucoup plus vite, de faire des choses là-dessus. Typiquement, de sortir l'audio. On l'a vu avec Gladia quand on a reçu Jean-Louis Kéguinière. Et effectivement, quand on extrait l'audio et qu'on en fait un texte, c'est super facile de pouvoir repérer derrière à l'intérieur, dire ah bah tiens, ce passage-là, j'ai envie d'en faire un highlight et d'en faire quelque chose que j'extrais, que je mets en avant. Là où auparavant, il fallait écouter l'ensemble du contenu et dire ah bah tiens, ce passage-là m'intéresse, ah bah ce passage-là m'intéresse. Donc c'est quand même super intéressant de ce point de vue-là, de l'aspect transformation. Il y a une transformation qui est réelle. Maintenant, est-ce qu'en dehors de quelques use cases bien balisés, on a des choses qui sont au même niveau de sophistication et de capacité à être utilisées en production que ce que l'on avait auparavant? Je ne suis pas certain. Voilà. Bref, il y a un acteur dans ce monde du LLM qui, évidemment, donne le tempo depuis très longtemps, mais qui a un vrai sujet actuellement où on y reviendra après. Mais donc, Joe Race disait aussi que OpenAI est peut-être le nouveau WeWork. On sait que WeWork a eu généré des attentes totalement démesurées, a accumuler, lever des fonds sans rien construire derrière. Et donc, il met un petit éclairage là-dessus et on y reviendra juste après sur le fait que OpenAI a dû faire un peu de tri dans ses équipes de direction. Il y a eu des départs et la stratégie est loin d'être claire, chose qu'on pressentait il y a déjà pas mal de temps. Mais on y revient juste après. Ce que dit aussi Joe Race, tu rajoutes des trucs, hein, Nico, si tu as des choses que tu as pas. Non, c'est bon. Tu as vu par ailleurs. Ce que dit aussi, à un moment donné, aujourd'hui, on a un gros buzz autour de tout ce qui se passe avec Databricks. Il dit, ça se fait un peu aux dépens. C'est l'impression c'est ce qu'il perçoit, que Snowflake est finalement en train d'avoir du mal à accrocher ce train sur l'AI. Et du moins pas dans le marketing qui pousse, puisque tout est AI quand on écoute le marketing Snowflake, mais du moins dans la réalité derrière d'adoption sur le marché, que visiblement Databricks a peut-être réussi une petite opération pour ringardiser un petit peu Snowflake par certains côtés. Donc c'est assez intéressant de voir cet angle-là. Et moi, effectivement, j'avais un petit pressentiment sur le fait que Databricks était en train d'être un peu plus push sur un secteur sur lequel ils ont toujours été en avance sur Snowflake de toute manière, et donc de corneriser un tout petit peu Snowflake dans ce segment analytique. Donc un pic assez intéressant là-dessus. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de ce qu'elle peut faire là-dessus, et on reviendra d'ailleurs un petit peu après sur Snowflake. On parlera un petit peu d'iceberg tout à l'heure. Et donc, c'est aussi l'un des derniers sujets que moi j'ai trouvé dans son post. Il parle un petit peu qui dit, on parle beaucoup d'iceberg. Il n'y a pas beaucoup d'implémentation en production. On y revient à la même chose que sur les AI juste avant. Et que, ok, un open table format, c'est sympa. Maintenant, qu'est-ce que ça devient? C'est quand même un peu encombré. Il y a Woody, il y a Iceberg, il y a Delta. Enfin, tout ça est un peu compliqué.
Donc voilà, c'était les trucs que j'avais remonté de ce post de Joe Race, qui sera présent lors de la Forward Data Conference à Paris le 25 novembre. Donc il va faire un talk lors de cette conférence. Donc si on vous met le lien pour vous inscrire, je crois qu'il reste encore quelques places. À mon avis, ça sera très très bonne qualité. C'est organisé par les camarades du Modern Data Network et du podcast DataGen notamment, ainsi que de Imaya. C'est vrai qu'on est très victime de ce marketing de la hype, hein. Quelque part, alors, est-ce que c'est lié au côté un peu levée de fonds aussi, où en fait, faut que tu occupes complètement ton secteur, et il faut que tu sois, effectivement, dans la logique, le premier gagne tout, etc. Effectivement, t'es obligé d'occuper ton périmètre et ainsi de suite, et voilà, et c'est qu'on en fait beaucoup de marketing là-dessus, et derrière, c'est l'éternelle histoire de la levée de fonds, hein. Ouais, c'est l'éternelle histoire de la levée de fonds où de toute façon, il faut que tu fasses un truc qui fasse plus rêver pour préparer le prochain tour, quoi. Donc, à un moment donné. Puis t'as tout l'écosystème qui est autour qui aussi s'empare du truc, quoi, parce que, financièrement, t'es une société de service aujourd'hui, si tu fais pas si tu proposes pas du Snowflake, de Databricks, je sais pas quoi, t'es ringard aussi, même si ça répond pas aux besoins de ton client, à la limite, mais c'est vrai qu'il y a tout un écosystème qui fonctionne autour de ça et qui perd un peu pied, quoi. Ouais. Je dois devenir vieux et pénible. Le HDD. Le HDD. Hype Driven Development. Ou alors, je la connaissais aussi pas, appelé CVDD, mais... Ouais, CVDD, voilà. Voilà. Alors... Mais c'est vrai que... Vas-y, Jérôme, je t'en prie. Non, rien, j'étais en train de me rendre compte que le HDD, ça pouvait vouloir dire autre chose aussi, et que ça faisait un peu vieillot. Ouais, voilà, j'avais pensé à ça. C'est ça, un podcast de vieux. Ah, non, on a des références qu'on a. Développement auquel je pensais. En fait, juste, je voulais revenir sur un truc, notamment sur Iceberg. Alors, effectivement, le rachat, on peut se poser des questions sur son avenir. Pourtant, j'ai l'impression que, à part Databricks, tout le monde partait là-dessus. Il dit qu'il n'y a pas de trucs en prod. Je pense qu'il y a des trucs en prod, mais peut-être pas des trucs connus. Parce que je sais pas à quel point je peux en parler, mais je sais qu'il y a une chaîne de télévision française qui l'utilise. Et ils ont choisi Iceberg, ils n'ont pas choisi. Ouais. Ils n'ont pas choisi, Delta Lake, Delta Table. Par contre, effectivement, mes clients, ils sont plus Delta Table. Après, est-ce que c'est parce que nous on l'utilise ou parce qu'ils sont, en fait, c'est des gens qui utilisent Spark? Je pense que de toute façon, historiquement, des gens qui sont sur du Spark Databricks, ils ont implémenté Delta Table, et ce qu'on sait, c'est qu'ils vont pas dropper Delta Table pour aller mettre de l'iceberg. C'est évident. Il y a cette historique qui subsiste quoi qu'il arrive. Ah oui, mais puis Delta Table, c'est un très bon choix, hein, dans l'absolu. Ouais, bien sûr. C'est juste, effectivement, les concurrents avaient plutôt tendance à se tourner vers Iceberg. Alors aujourd'hui, ils sont embêtés parce que la motivation principale, c'est être indépendant de Databricks. Et ouais. Et sinon, effectivement, on parlait de hype là tout à l'heure. Je pense que pour le LLM, pour revenir un peu sur ce qui était dit au début, je pense qu'on a eu un pic de hype qui est très 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 haut. Si vous vous souvenez de la courbe, de hype. Et je pense qu'on est. Alors je peux pas être. Enfin, l'avenir est toujours incertain, mais je pense qu'on est un peu en haut du pic. On a des prémices de gens qui commencent à vouloir redescendre. C'est difficile à prévoir, je pense, de savoir à quel point on en est. C'est difficile à prévoir. Tu connais l'adage, Jérôme. Il y a une descente qui s'amorce un peu. En tout cas, il y a un début de désillusion. Et ça va redescendre très bas. Enfin, tu vois, parce qu'on s'est monté très haut. Mais ce qui veut pas dire que c'est acheté, hein, loin de toi. Je pense qu'il y a plein d'utilisations, mais les vraies utilisations vont mettre du temps à se mettre en place, à étape. Et parce que pour avoir un outil vraiment, ce qu'on disait au début, pour avoir un vrai outil, il faut du temps pour assimiler tout ça et pour l'intégrer, quoi. Ouais. Moi j'arrive pas à prévoir ça, et comme reprend le vieil adage, les prédictions c'est un art très difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. C'est sûr que ce que j'ai dit, il y a tous les coups, on pourra dire le contraire dans 3 mois. Ouais. On pourra,
Je me serais certainement trompé, hein, Alors revenons mais d'ailleurs. il y a des prémices de ça. Une chute de la hype. Revenons à d'ailleurs ce qui s'est déjà passé avant d'essayer de parler du futur. Dans le volet LLM, certaines mauvaises langues disent chez OpenAI, vraiment le seul truc qui est ouvert actuellement, c'est la porte, quoi, hein, parce que tout le monde s'en va. Au mois d'août, il y avait déjà eu 2 fondateurs, John Schulman, qui avait quitté OpenAI pour aller chez Anthropic en disant « Je vais faire de la recherche auprès de gens qui sont profondément engagés. » Prends ça. Et Greg Brookman, qui était parti, il dit « Moi, je prends un congé sabbatique jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'il reste encore beaucoup de boulot pour faire une AGI sécurisée à construire, mais bon, même si la mission est loin d'être terminée, moi j'ai besoin de me détendre un peu, quoi. Donc ça dénote un petit peu, déjà au mois d'août, ça avait dénoté un petit peu d'un climat qui n'était pas au beau fixe chez nos amis d'OpenAI. Et là, la semaine dernière, patacrac, l'entreprise a décidé de faire différentes choses, c'est-à-dire qu'on va passer de OpenAI Incorporated à OpenAI Global, et ça va peut-être devenir Microsoft Corp à moyen terme, puisque il y a vraiment un plan qui vise à faire qu'on va rendre attractive la société pour enlever le pouvoir qu'il y avait dans la structure de non-profit historique. Je ne sais pas si vous avez tous la vision de quelle était la gouvernance d'OpenAI depuis toujours. Il y avait une société à but non lucratif d'un côté et une société commerciale qui coexistaient ensemble. Mais, entre guillemets, la trajectoire globale, c'était la société à but non lucratif qui l'impliquait. Et là, il y a un retournement qui est en train de se faire, où fondamentalement, c'est plutôt la société à but lucratif qui va prendre le dessus. Et donc, ça a eu pour effet d'avoir 3 nouveaux départs, dont notamment la CTO, Mira Murati, le vice-président de la recherche et le Chief Research Officer qui sont partis. Donc, ça commence un petit peu à prendre l'eau, cette affaire. On peut réellement se poser la question... qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir le momentum qu'on peut pas leur enlever? C'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, les dernières itérations de GPT sont clairement de toute façon les trucs qui mettent un peu le tempo sur le marché, quoi. C'est-à-dire que ils ont réussi notamment aussi à percer une base d'utilisateurs très importante avec leurs accords avec Microsoft. Mais on sent bien que ça va être moins facile dans les mois qui viennent, quoi. Donc pas évident tout ça. Ouais, puis on voit qu'il y a la levée de fonds là, de 6 milliards qu'ils ont annoncé là, cette semaine, qui leur fait une valorisation, je sais plus combien, enfin c'était une valeur x40 de mémoire, et qui est pareil, même leur dire qu'ils ont 11 millions, je crois que c'est 6 milliards de chiffre d'affaires cette année et 11 milliards l'année prochaine. Tu fais ça, c'est hallucinant, quoi. Enfin, c'est même incompréhensible comme use case, quoi. Bon, certes, ils ont 5 milliards de pertes, mais mais je crois qu'il y a quelques comptables qui vont pas, qui sont en PLS quand tu dois voir le truc, mais non, c'est vrai que c'est des métriques qui deviennent incompréhensibles. Ouais, moi j'arrive pas à trouver de rationnel. Le rationnel derrière ces investissements, quoi. Je veux dire, à un moment donné, comment l'expliquer? Ça reste une grosse inconnue pour moi, quoi. Ouais. Et là, ce qui est rigolo, c'est que les investisseurs ont a priori dit, finalement mis comme condition la levée de fonds qui est vraiment cette scission avec la structure non lucrative. Et à l'inverse, OpenAI aurait demandé à ce que les investisseurs ne financent pas ses concurrents. Après, ouais. On verra. Mais après, la question, je pense, c'est est-ce que c'est vrai que si on revient sur le WeWork et les compagnies, c'est à un moment donné, est-ce que tout ça peut faire pchit et tout se dégonfler d'un coup, c'est étonnant. Alors eux, ils sont toujours dans le toujours plus gros, toujours plus loin, quand d'autres voies vont plutôt vers des choses plus petites. Le too big to fail est quand même assez édifiant. C'est assez marrant, tiens, parce que j'ai écouté dans mes écoutes de podcast là récemment, à nouveau chez Mathieu Stéphanie, Clément Delangue, qui est l'un des cofondateurs, mais et CEO de Gingface. Et il donnait une vision un peu
un peu tempérée de ce marché, un peu différente de ce qu'on peut lire dans la presse quand avec ce tropisme très très fort autour d'OpenAI. Donc si vous voulez avoir effectivement quelque chose d'un peu différent à écouter, écoutez ce podcast, c'est vachement intéressant. Ouais, donc pour revenir sur OpenAI, effectivement, ça sent quand même je vais pas dire que ça sent la fin de règne là, mais ça sent le truc qui va être difficile en fait. Il risque d'y avoir un trou d'air important si ils ont pas mal de départs et s'ils ont une gouvernance qui se complique un petit peu et des gens en interne qui se retrouvent pas dans la façon de faire quoi. Donc il risque d'y avoir un trou d'air, ce qui risque de bénéficier à Anthropic parce que tout le monde a des louanges très importantes sur ce que Claude est capable de faire, sur Mistral aussi, et donc il y a réellement des choses qui vont être... ça va laisser peut-être un peu de place pour les autres acteurs, quoi. C'est clair. Ouais, puis il va falloir valoriser, parce que derrière, il faut qu'ils gagnent de l'argent avec tous ces levées de fonds. S'ils lèvent des fonds, c'est qu'ils sont pas encore rentables, ce qui étonne pas, parce que je sais plus, il y avait un chiffre qui disait le prix. Ouais, on en a déjà parlé, ouais, effectivement. Hein, c'est presque 10 fois plus. Le coût de run quotidien, il est démesuré, quoi. Donc à un moment donné, de toute façon, ce cash, il le burn à des vitesses totalement folles, quoi. Donc ça va être compliqué. Puis effectivement, je pense que ceux qui partent, ils sont arrivés chez OpenAI et aujourd'hui ils sont tous chez Close AI et ils sont pas contents, quoi. Ouais, c'est clair. Tout ça pour finalement avoir un truc qui, Jérôme, semble décevoir les gens, puisque les assistants d'IA de codage font-ils vraiment gagner du temps aux développeurs? C'est la question que tu as soulevée, Jérôme, au travers d'un article que tu nous as remonté. Ouais, c'est un article développé.com qui reprend en fait deux études, mais principalement une étude de Uplevel Data Labs. Donc en fait, qui a permis, maintenant qu'on commence à avoir un peu de recul là-dessus, qu'ils ont fait vraiment des mesures et le résultat est pas folichon. Alors à part, parce qu'il y a aussi une étude de GitHub. Alors l'étude de GitHub montre que effectivement c'est très utilisé, donc ce qui donne d'ailleurs du poids à celle de Uplevel, puisque un outil que personne n'utilise, c'est difficile de comment dire, de donner de la valeur au retour qu'on a des quelques utilisateurs, mais par contre c'est très utilisé, ça donne déjà une assise un peu plus importante. Et effectivement, il est très utilisé, les gens se sentent plus productifs effectivement en disant maintenant j'ai arrêté je code un peu moins et je m'occupe plus de mes clients ou de penser sur ces choses-là. Donc ça, c'est des parties positives. Mais quand ils font des mesures, ils ont mesuré par exemple le nombre de PR, de pull requests qui sont validés. En fait, en gros, le nombre de PR qui arrivent au bout sur une période avant d'utiliser l'outil et sur une période après d'utiliser l'outil. Et de fait, l'idée c'était une mesure de productivité. Il vaut ce qu'elle vaut, mais qui est une mesure de productivité. Et au final, le taux, il n'a pas changé. Il n'y a pas de changement notable. Le temps de cycle est à peu près le même. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet sur la productivité mesurable. Ils ont testé... Jérôme, je t'interromps 2 secondes. Oui. Sur la productivité. Est-ce que les gens n'ont pas vu un effet d'aubaine de se dire finalement ça me laisse un peu de temps pour faire d'autres trucs? Alors ça, c'est un peu ce qui remontait sur le côté GitHub, c'est-à-dire qu'ils s'occupent plus de leurs clients, de réflexion, de choses comme ça. Voilà. Après, est-ce que les gens glandouillent à la place? Je pense pas. Il y en a peut-être qui le font, mais bon, je pense pas. Et honnêtement, moi, mon expérience, c'était... En fait, c'était mon tempérament trollesque qui prenait le dessus. Après, moi, je sais que ça correspond... ce qui est dit dans cette étude, elle correspond à peu près à l'expérience que j'ai, qui est... on a un sentiment parfois que ça nous aide, et puis que ça nous fait gagner du temps, et au final, c'est pas si efficace que ça quand tu vois tu fais le bilan vraiment totalement. En fait... Moi, de ma vision, c'est que pour plein de trucs rébarbatifs, ça fait gagner du temps. Et de temps en temps, c'est une vraie catastrophe. Ouais, c'est un peu la vision qu'on a, mais en fait, tu vois, la métrique, c'est que finalement, le nombre de PRA n'augmente pas. Le nombre de PR validés n'augmente pas. Les chiffres mentent pas, généralement. Donc,
Voilà, par contre, il y a un chiffre qui augmente, c'est le nombre de bugs, plus 41%, ce qui est énorme. Et effectivement, les gens, en fait, au lieu d'écrire du code, ils relisent du code qui est écrit par l'IA et finalement, parfois il laisse passer des bugs, beaucoup ils le corrigent, heureusement, mais voilà, c'est un peu ça. Ils ont testé aussi l'épuisement au travail parce que ça c'est un point qui est important parce que ça aurait pu être on n'est pas plus productif mais les gens sont mieux sont plus en forme et autres et en fait sur la période de l'étude visiblement il y a eu une amélioration il y a eu une diminution d'épuisement au travail mais elle était globale et voire elle était presque plus importante sur le groupe témoin que sur le groupe qui avait utilisé l'IA générative. Avec des chiffres dont je ne sais pas si on peut les interpréter, mais en gros c'était 28% pour ceux qui ne l'utilisaient pas et plus 13% d'amélioration pour ceux qui l'utilisaient. Donc c'est pas forcément lié, mais en gros il n'y a pas d'impact favorable vraiment pour ça. Et puis en fait un des éléments qui remontait, puisque les gens ont l'impression d'être plus productifs et autres, et il rappelle aussi un truc, c'est que écrire du code, l'IA vous aide à écrire du code. Ok, c'est vrai. Mais en fait, vous faites pas que ça. L'IA vous aide pas à modifier du code. L'IA vous aide encore moins à supprimer du code. Or, dans le développement, il y a écrire, mais il y a modifier, il y a supprimer. Et quand tu as un code qui est pas, quand t'es pas en train d'écrire une application toute neuve, ce qui est en fait souvent le cas, hein, souvent tu fais de la maintenance de l'évolution, de la progression, même pour des applications assez jeunes. Et ben en fait l'IA elle t'aide que quand tu crées du nouveau code, mais pas quand tu modifies, pas quand tu supprimes. Elle va pas te dire il faut supprimer ces lignes là. Par contre, je pense que pour t'aider à comprendre du code qui est écrit par un autre, il peut peut-être y avoir un intérêt. Alors c'est peut-être pas le play de ces assistants de coding, mais je pense qu'il y a un vrai sujet pour. Ah, peut-être que l'IA pourrait nous aider pour la lecture de code, c'est possible, mais pour l'instant c'est pas ça que nous offrent ces outils-là. Voilà, c'est pas le play de ces outils-là, mais je pense que c'est là où moi je sais que pour décortiquer une masse documentaire importante de trucs, de concepts que j'arrive pas à comprendre, l'IA parfois peut m'aider. Oui, elle pourrait, mais là aujourd'hui on juge vraiment les outils comme Copilot, qui sont là pour aider au développement et on voit ce qu'ils font. Je pense très sincèrement. Ouais. Vas-y, termine Jérôme. Ouais, j'avais juste deux points pour terminer. C'est parce que apparemment, en fait, le style d'écriture de l'IA est assez dépendant du contexte, ce qui fait que sur différents endroits dans le code, tu peux avoir des écritures différentes de choses assez similaires, voire tu peux avoir de la duplication de code parce que t'as pas vu que elle a écrit un autre truc. En plus, elle aura écrit un peu différemment ailleurs. Donc, en fait, il aurait fallu le mettre en commun et tout ça. Ça, elle va pas t'aider pour ça. Et donc ça complique un peu les relectures parce que parfois tu as des styles différents dans le même code alors qu'elles viennent toutes de l'IA. Et puis voilà, et donc dans les métriques aussi, on parlait de plus de bugs. Et en fait, il y a une métrique qui augmente, c'est ce qu'ils appellent en anglais churn, donc je pense que c'est la suppression de code. Enfin en gros, il y a beaucoup de code qui est réécrit peu de temps après, ou qui est réécrit. Et ça, la quantité de code réécrit a augmenté énormément. La pérennité du code, quoi. Donc une mauvaise pérennité du code, quoi. Ouais. Voilà, donc ça c'est plutôt un signe de mauvaise qualité. Donc en fait le bilan vraiment, si on doit faire un bilan grosse maille, c'est ça a pas trop changé, ça a pas eu d'impact favorable ni défavorable sur la productivité et ça a une légère baisse de qualité. Je pense sincèrement que en plus il faut pondérer la chose en fonction de la typologie de tâches que tu dois faire. Comme on disait à l'instant, reprendre du code, étendre une fonctionnalité existante, partir d'une feuille blanche, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait pas faire par les mêmes personnes généralement, en termes de seniorité. Et puis, je pense que tous les langages se prêtent pas aussi bien les uns que les autres à ça. Et ça, c'est un vrai sujet derrière. Et puis après, il y a aussi, ces outils, ils ont des niveaux d'imbrication dans ton existant qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que entre un GitHub Copilot qui va être totalement externe à ton repository de code, à ton historique de code et ainsi de suite, et un outil qui va être capable de se brancher sur ta base de code et de travailler là-dessus. Je pense par exemple, je sais plus quel est le nom du truc d'Amazon. GitHub Copilot, hein, il le fait puisque il a ton code aussi GitHub. Hein.
Si tu le Ouais, branches, si tu as une option, c'est un peu plus cher, mais c'est tu un as peu plus cher. l'option Voilà, voilà. Non, Enterprise. c'est pour ça que je dis Ouais, mais toutes les bon, options après, sont pas les mêmes. d'accord, mais c'est les prix. Enfin, si vraiment tu as la valeur ajoutée, les prix sont pas très élevés si ta valeur ajoutée est là. Ouais, c'est ça. Euh, Et- on parle de 20 balles pour le truc de base quand tu es en entreprise, c'est 10 pour un individuel, mais c'est 20 pour l'entreprise, et ça doit monter à 40 pour la version où en plus il analyse ta base de code complète et pas ouais. juste ce que tu as dans l'éditeur. Et donc ça, tu l'as de ces trucs-là. Maintenant, Et- il faut que la valeur elle soit là. Et en fait, je dirais la conclusion, il faut pas se dire ça sert à rien. Il faut se dire c'est pas une solution magique qui va faire que tous les développeurs gagnent 40% de productivité. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça peut avoir des intérêts. En gros, il faut quand on veut utiliser l'outil, il faut se mettre en interne des métriques, des mesures pour voir si ça améliore ce qu'on veut améliorer chez soi. Enfin, comme tout outil en fait finalement. C'est pas un outil magique, c'est un outil qui peut avoir ses intérêts. ouais. Et qui a ses limites, et il faut bien en prendre conscience, et il faut pas le prendre aveuglément en se disant de toute façon c'est mieux. Ouais, ben moi j'ai résolu le problème du coût de ça. Moi j'ai commencé à utiliser Cursor. Cursor, en fait, je fais tourner avec Ollama sur ma machine. C'est-à-dire que je hoste le modèle sur ma propre machine. Et Cursor fait le bridge entre ce modèle qui est dans Ollama et mon VS Code. Et donc je me retrouve avec évidemment quelque chose qui est sûrement moins efficace que Copilot sur plein d'aspects et autres, mais quelque chose qui est déjà très 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 efficace et qui justement peut utiliser ce que je vais lui donner, c'est-à-dire qu'il va être capable de faire du RAG en fonction de ce que je lui donne, des documentations que je lui donne pour pouvoir faire ça. Et c'est quand même pas mal foutu, quoi. C'est pas mal foutu. Et pour faire un peu d'highlight là-dessus, donc c'est un peu le contrebalancier de ce qu'on vient de dire juste avant, parce que finalement, on a un truc qui est assez intéressant. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'évidence. Et évidence, c'est cet outil de reporting en Markdown qui permet d'écrire des pages Markdown avec des balises un peu spéciales qui vous permettent de faire du SQL, de créer des objets de données à l'intérieur de vos pages en Mais Markdown et de ouais, c'était une pouvoir... sorte de notebook en Markdown, quoi. Ouais, c'était plus qu'un notebook parce que ça sort vraiment un mini site de reporting dans lequel on peut avoir des pages qui ont été pré-fetchées avec de la data intégrée dedans. Et évidemment, c'est un dialecte qu'il faut apprendre, c'est-à-dire que ouais, il y a des balises un peu spéciales et ainsi de suite. Et justement, bah, le poste en question, c'est comment est-ce qu'on arrive avec Cursor à générer du code pour évidence, donc avec un dialecte très spécifique qui est finalement assez peu connu. Donc, ce qui est très certain, c'est que un outil de génération de code, il connaît pas évidence. Il y a peu de chances qu'il le connaisse, c'est pas assez répandu, ainsi de suite. Mais en lui donnant à manger la doc, finalement, il arrive à générer du code. Et donc, c'est une bonne illustration de ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Mais c'est pas, moi j'utilisais aussi, c'est continue.dev, mais qui doit être le même genre que Cursor, et qui avec un Ollama en local. Et c'est vrai que sur les projets Flowbox, c'est plutôt, enfin j'ai utilisé si on soit pour expliquer de la doc ou faire des choses comme ça. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Je suis plutôt été agréablement surpris. Alors que j'ai plutôt refusé de céder à la hype au début. Là, je me suis dit tiens, j'ai quand même m'y mettre. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et alors, effectivement, et même pour faire de la doc induite du projet, les phrases, fallait les réajuster un peu, mais pareil, bon, ça accélère plus ton travail que ça le fait à ta place, mais déjà, ça fait déjà ça te prémâche un peu ton boulot, quoi. Tu vois, moi j'ai un petit projet avec un petit bout de front en React. Putain, ça fait une éternité que j'en ai pas fait de React, quoi. Donc à un moment donné, me remettre dedans, ça m'aide bien, quoi, pour pouvoir retrouver quelques trucs, quoi. Évidemment que le développeur chevronné qui fait tous les jours dans son framework, dans son Spring, dans son je ne sais quoi, évidemment, Oui, il a ses codes snippets déjà. Il sait par quoi, comment, tel truc, comment le faire. Il va aller plus vite. J'en ai aucun doute. Mais pour des gens qui doivent papillonner entre plein de trucs différents. C'est-à-dire un coup je fais du Python, un coup je fais du Go, un coup je fais du Swift UI parce que j'ai un bout de truc pour de l'iOS, un coup je fais du React. Bon, et à un moment donné, moi... On vous avait promis de parler un petit peu d'iceberg en début de cet épisode, on en a un petit peu parlé et je voudrais juste amener un petit post sur la table. Vous vous souvenez quand on avait reçu Snowflake, on avait évoqué le sujet des tables iceberg et a priori
Alors, j'avais été dubitatif là-dessus, mais bon, je m'en étais tenu à ça. Et a priori, les performances d'Iceberg devaient être identiques aux tables natives de Snowflake. C'est vrai que les tables natives de Snowflake sont dans du stockage S3 et sont lues par le moteur Snowflake pour répondre aux requêtes. Ok, très bien. Mais normalement, c'est quand même un format natif. Donc, on peut se dire qu'il est quand même un petit peu optimisé pour que le moteur puisse lui parler de la meilleure manière. Bon, a priori, il n'y avait pas un delta de performance. Et puis là, il y a quelqu'un qui s'est amusé à prendre un volume de données quand même pas dégueu, hein, puisque c'est des milliards d'enregistrements. Et il a fait les mêmes requêtes sur... donc c'est le 1 Billion Row Challenge GitHub là, qui est disponible sur GitHub, hein, le fameux avec des stations avec des températures. Alors peut-être que ce type de dataset est biaisé par rapport à ce qui devrait être réellement. Le dataset fait 15 gigaoctets. Et une fois chargé, la compression est à peu près similaire, puisqu'on arrive à 2,6 gigas ou 3,3 gigas de données sur le disque, une fois chargé à l'intérieur de Snowflake ou dans des tables Iceberg à l'intérieur sur du S3. Et puis là, on lance les requêtes, et là, comme dirait l'autre, c'est le drame. Il y a fondamentalement un ratio de temps de 2 à 5 fois entre les tables natives et les tables stockées dans de l'iceberg. Donc voilà, c'est ce truc-là qu'il faut quand même pas perdre de vue. Ça commence à 2 à 5 fois et ça s'augmente. La personne dit vraiment que ça s'augmente très fortement dès qu'on rentre dans des niveaux de complexité de requêtes super importants. Typiquement, max temp par allocation, donc une agrégation par endroit et pour ensuite avec un sort pour récupérer la température maximale. Fondamentalement, c'est quelque chose qui prend 2-3 secondes sur Snowflake et qui va en prendre plus de 15 secondes en Iceberg. Donc, faites gaffe, si jamais vous voulez être attiré par les sirènes du format de données open, il est probable que le format propriétaire de votre base de données reste quand même un truc qui marche un tout petit peu mieux. Moi, c'est aussi ce que j'avais constaté sur ClickHouse, où entre le format ClickHouse et le format fichier parquet stocké sur du S3, ou voire même déjà rien que sur le disque à côté de la base de données, on avait des différences de performance quand même très notables. Donc, c'était pour revenir un petit peu sur ce sujet Iceberg, sur le fait que il y a fondamentalement un petit risque de dégrader les performances à vouloir mettre vos données de manière très ouverte de ce point de vue-là. Donc, voilà. Donc, c'était le petit mot de la fin concernant Iceberg. C'est pas la fin de Iceberg. Ne m'y prenez pas, je pense qu'on en reparlera. Mais pour cet épisode, je pense que c'est un petit peu le sujet sur lequel on peut... Quel est l'intérêt d'utiliser les tables Iceberg pour Snowflake puisque... Bah, ça dépend. Imagine-toi, tu peux avoir un processing extérieur qui génère ta donnée. Et donc, tu vas faire ton staging dans ces tables Iceberg plutôt que de devoir lire les données qui seraient dans du parquet, dans du machin, tout ce que tu veux, et de les ingérer dans Snowflake. Donc, tu te dis finalement, ma raw data, celle que j'ai en staging et en entrée, je vais l'utiliser là-dessus. Et à l'inverse, plutôt que de devoir faire un reverse ETL, si à un moment donné, tu veux mettre à dispo ta donnée, la mettre à dispo dans un format, la stocker dans du format Iceberg, pour l'utiliser dans Snowflake, fait que tu n'as pas à l'exporter quand tu veux la réutiliser derrière dans autre chose. C'est l'un des intérêts, je pense. Ce sera en entrée en sortie, quoi. Ouais, voilà. C'est que ta donnée, elle n'est pas silotée à l'intérieur de ton Snowflake. Donc, c'est quand même pas inintéressant. Oui. Oui. Donc, bon, après, effectivement, dans ces cas-là, tu as le coup de perf. Tu as le coup de perf, et puis n'oublions pas que chez Snowflake, tu as 2 inducteurs de coût. Tu as le stockage de données, qui est finalement pas très gros par rapport au reste en termes d'inducteur de coût. Et le gros inducteur de coût, c'est quand même le temps de processing. Oui. Donc, si tes requêtes, elles mettent 5 fois le temps, tu multiplies par 5 ton coût de processing. Donc, tu vas te retrouver avec une addition qui va vite monter, quoi.
Donc c'est quand même un truc qu'il faut pas perdre de vue, quoi. Mais après, tout est question de trade-off dans la vie, comme on dit. Hein. C'est qu'à un moment donné, est-ce que tu veux pas payer cher pour la requête qui transforme la donnée, mais tu vas devoir payer la requête d'ETL pour sortir ta donnée de l'environnement? C'est un peu le sujet, quoi. C'est ça. Donc, et puis je pense pas qu'ils aient un gros intérêt à j'ai envie de avoir une dire, performance folle, mais si il y a moyen de continuer à facturer pas mal les clients et de vendre de l'heure de CPU, je pense qu'ils vont pas se gêner. ouais, après ça dépend des écarts, mais tu vois, après en même temps, tu vois, on parle de quelques secondes. Bah, c'est comme tout, si Autant ton c'est- job s'il tourne toutes les minutes ou s'il tourne une fois par jour, c'est pareil, t'as aussi la fréquence qui va jouer. T'as plein de Ouais, critères qui voilà. peuvent se compenser, quoi. Moi, j'ai un job weekly dont je sais qu'il est pas optimal en termes de performance chez un client. Il tourne une fois par semaine, quoi. Je veux dire, on va passer de 10 minutes à 7 minutes pour une fois par semaine. On va pas s'emmerder, hein. Lors du précédent épisode, on a parlé de Kestra. Souvenez-vous, on a reçu Ludovic Déon qui nous a présenté le produit. On a évidemment parlé de comment ça fonctionnait. Mais si vous voulez en savoir plus et pouvoir remettre les mains dessus, rien ne vaut finalement le fait d'aller lire. Alors c'est sur Medium, donc avec un petit risque de paywall dessus. Mais c'est finalement un post complet où il nous explique comment est-ce qu'il fait un ETL, Wiskestra, DuckDB, DBT, Neon, and Resend. Ça fait beaucoup d'outils là-dedans, mais vous verrez, c'est finalement, on voit toute la simplicité et la puissance de l'outil, puisqu'il commence par faire une extraction avec sur des API externes, où il fait sur des weather data avec du geocoding et des choses comme ça. Et puis, derrière, il output ses données. Il en fait derrière une extraction où il va aller chercher et on voit tous les YAML qui permettent de définir ça. Donc, c'est quand même super bien écrit. On est vraiment dans la YAML engineering era. Hein. C'est clair que là, on s'en rend compte en complet. Néanmoins, il y a quand même quelques captures d'écran qui vous rappellent que vous avez affaire à un outil quand même graphique pour faire ça. Et puis ensuite, il détaille les différentes tasks qui vont faire la transformation de données. C'est super bien écrit, c'est super didactique. Moi, ça m'a vraiment encore plus donné envie de redémarrer une instance Kestra et de m'y mettre. Et puis ce qu'il dit, c'est absolument génial, c'est que si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire tourner sur votre machine, puisqu'il y a un GitHub repo qui vous permet de récupérer tout le projet Kestra et de pouvoir aller utiliser ça. Donc, big up à l'équipe Kestra. Un, vous faites un super produit, et puis deux, écrire des trucs comme ça pour pouvoir faire derrière la promotion et puis montrer le chemin aux gens, c'est du super boulot. Bravo. Et puis la version 0.19 qui est sortie avec pas mal de petites nouveautés aussi, mais donc c'est ça qui sympathique produit. Ouais, c'est clair. Messieurs, on arrive au bout de cet épisode. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Dites-nous. C'est quoi le meilleur moyen de vous rejoindre en dehors du Slack du Big Data Hebdo où vous êtes très actif? En gros, voilà, t'as tout dit. Sur le Slack du Big Data Hebdo pour nous retrouver, c'est effectivement le meilleur moyen de nous retrouver. Sinon, sur LinkedIn où nous sommes présents les uns Également, et les autres. À LinkedIn, même X, TweetX. Ouais, toi Jérôme, c'est toi finalement le plus présent de nous tous sur tous ces réseaux. Je poste pas grand chose en fait. Comme maintenant j'en ai 3, je poste presque plus rien. Déjà, en fait, moi je crois que c'est effectivement le truc entre Thread, Twitter et tout. Finalement, ça a fait finalement trop de trucs. Je suis pas sur trop éparpillé et j'ai pas réussi à suivre et donc je me suis limité à finalement un peu de choses. Ouais, exactement. Messieurs, il est temps de clore cet épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, on espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter, au moins un aussi bon moment que nous avons eu pour l'enregistrer cet épisode et on vous retrouve très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.